L'aube se lève doucement sur les collines de Provence, baignant les rangées de vignes d'une lumière dorée qui semble caresser chaque feuille. Le parfum de lavande flotte dans l'air matinal, mélangé à l'arôme du pain frais qui échappe de la boulangerie du village. C'est dans ce décor de cartes postales que Marguerite Dubois, 24 ans, commence sa journée comme toutes les autres depuis 5 ans. Ses mains, marquées par le travail de la terre mais délicates dans leurs gestes, cueillent les grappes de raisin avec une précision héritée de générations de vignerons. Ses cheveux châtains, attachés en chignon simple, brillent sous le soleil naissant. Marguerite possède cette beauté naturelle qui ne se maquille pas, cette grâce authentique que seule la simplicité sait révéler. « Oh Margot, le café refroidi !» lance Pierre, son fiancé depuis la terrasse de leur petite maison en pierre. À 28 ans, Pierre Moreau incarne la force tranquille de ces hommes du Sud qui parlent peu mais aiment profondément. Ses épaules larges et ses mains calleuses témoignent d'une vie consacrée à la vigne familiale héritée de son grand-père. Marguerite sourit, ce sourire spontané qui illumine son visage et fait battre le cœur de Pierre depuis leur rencontre au marché de Aix-en-Provence. Elle pose son panier et rejoint l'homme qui partage sa vie depuis 3 ans. Leur amour est fait de ces petites attentions quotidiennes, de ces regards complices, de cette complicité qui naît quand 2 âmes simples se reconnaissent. « Tu sais, » murmure-t-elle en s'asseyant à côté de lui, « parfois je me demande ce que serait notre vie ailleurs. À Paris, peut-être. » Pierre fronce les sourcils, une ombre d'inquiétude traversant son regard bleu. Cette phrase, apparemment anodine, résonne comme un coup de tonnerre dans leur routine paisible. Depuis quelque temps, Marguerite semble ailleurs, comme si elle attendait quelque chose sans savoir quoi. « Pourquoi penser à ailleurs quand tout est ici ?» répond-il, sa voix trahissant une pointe de nervosité. « Notre mariage est dans 6 mois, les vendanges s'annoncent excellentes, ta mère va mieux. » Marguerite hoche la tête, mais son regard se perd vers l'horizon, au-delà des collines, vers cet inconnu qui l'appelle mystérieusement. Elle ne sait pas encore que dans quelques heures, sa vie va basculer de manière irréversible. À 11 heures précises, la sonnerie du téléphone résonne dans la cuisine. Marguerite décroche, s'attendant à entendre la voix de Madame Rousseau, la voisine qui commande toujours sa tarte aux abricots pour le dimanche. « À Mademoiselle Dubois ?» La voix est élégante, parisienne, avec cet accent raffiné des beaux quartiers. « Je me présente, Maître Beaumont, notaire à Paris. Je dois vous parler d'une affaire de la plus haute importance concernant votre famille. » Le sang de Marguerite se glace. Sa main tremble légèrement alors qu'elle fait signe à Pierre de s'approcher. « Je ne comprends pas. Quelle affaire? Nous n'avons pas de famille à Paris. »« Ah, mademoiselle, il s'agit de votre grand-mère paternelle, Madame Élisabeth de Montclair. Elle souhaite vous rencontrer de toute urgence. Il y a des documents importants à signer, un héritage considérable en jeu. » Marguerite sent le sol se dérober sous ses pieds. Son père, Claude Dubois, est mort quand elle avait 8 ans dans un accident de voiture. Sa mère, Marie, lui a toujours dit qu'il était orphelin, sans famille. Comment une grand-mère peut-elle surgir du néant après 16 ans de silence? « Ah, c'est impossible, » balbutie-t-elle. « Mon père n'avait pas de famille. Ma mère me l'a dit 100 fois. »« Oh, mademoiselle !» La voix du notaire se fait plus grave, plus solennelle. « Votre grand-mère est l'une des femmes les plus influentes de France. Elle possède des vignobles dans le Bordelais, des hôtels particuliers dans le 16e arrondissement, des galeries d'art. Elle vous attend demain à 14 heures dans son hôtel particulier, avenue Foch. Un billet de train première classe vous attend à la gare d'Aix-en-Provence. » Pierre, qui a entendu la conversation, secoue la tête avec véhémence. Ses yeux expriment un mélange de colère et de peur. Cette intrusion soudaine dans leur vie paisible le terrifie. Il connaît Marguerite. Il sait qu'elle a toujours rêvé de grandeur, malgré son amour pour leur vie simple. « N'y va pas !» chuchote-t-il quand elle raccroche. « C'est forcément une arnaque. Les riches ne retrouvent pas leurs petits-enfants perdus comme dans les romans. » Mais Marguerite fixe le téléphone, le cœur battant. Quelque chose en elle, une intuition profonde, lui dit que cette voix ne mentait pas. Elle repense à ces moments où sa mère changeait de sujet quand elle posait des questions sur la famille de son père, à ces photos déchirées qu'elle avait trouvées dans le grenier. Et l'après-midi s'écoule dans une tension palpable. Marguerite fait les 100 pas dans la maison, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Pierre essaie de la raisonner,
Mais elle semble déjà partie, son esprit voguant vers cette mystérieuse grand-mère et ses secrets. À 16 heures, elle prend une décision qui va changer le cours de sa vie. « Je dois y aller, Pierre, je dois savoir. » La douleur qui traverse le visage de son fiancé lui déchire le cœur, mais elle ne peut résister à cet appel du destin. Elle prépare un petit sac, enfile sa plus belle robe, une robe bleue simple qu'elle avait achetée pour leur fiançailles, et embrasse Pierre une dernière fois. « Reviens-moi, Margot, » murmure-t-il, ses yeux embués. « Quoi qu'elle te promette, reviens-moi. » En montant dans le train à la gare d'Aix-en-Provence, Marguerite ne sait pas encore qu'elle laisse derrière elle bien plus qu'un village. Elle abandonne une innocence, une simplicité qu'elle ne retrouvera jamais. Le wagon première classe, luxueux et feutré, lui semble irréel après sa vie modeste. Pendant que le train file vers Paris, emportant la jeune femme vers son destin, les vignes de Provence défilent derrière la vitre. Chaque kilomètre qu'il éloigne de Pierre semble la rapprocher d'un mystère qui pourrait bien transformer la bergère en princesse. Ou la détruire. Dans sa poche, le billet de train porte un nom qu'elle n'a jamais entendu. Mademoiselle Marguerite de Montclair. Ce nom résonne comme une promesse et une menace à la fois. Qui est-elle vraiment? Que lui cache sa famille depuis tant d'années? Paris l'attend, avec ses lumières, ses tentations et ses secrets. Marguerite Dubois, la petite vigneronne de Provence, ne sait pas encore qu'elle va bientôt découvrir qu'elle est l'héritière d'un empire, et que ce cadeau empoisonné va mettre à elle épreuve tout ce qu'elle a de plus cher. Le train s'enfonce dans la nuit, emportant vers la capitale une jeune femme qui ignore encore que sa vie paisible vient de se terminer à jamais. Le train entre en gare de Lyon dans un fracas métallique qui résonne comme un glas. Marguerite n'a pas fermé l'œil de la nuit, le visage collé à la vitre, regardant défiler un paysage qui se transforme peu à peu. Les vignes cèdent la place aux banlieues grises, puis aux immeubles haussmanniens qui se dressent comme des sentinelles de pierre. Paris l'accueille dans toute sa splendeur intimidante. Sur le quai, un homme en costume sombre l'attend, tenant un carton portant son nom. Charles, le chauffeur de Madame de Montclair, la salue avec une politesse glacée qui la met immédiatement mal à l'aise. Sa Bentley noire, au cuir immaculé, lui semble plus luxueuse que tout ce qu'elle a pu imaginer. En traversant Paris, Marguerite découvre un monde qu'elle n'a entrevu qu'au cinéma. Les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, les façades dorées du 16e arrondissement. L'hôtel particulier de l'avenue Foch la laisse sans voix. Derrière une grille en fer forgé, S élève une demeure du 19e siècle, majestueuse et imposante. Le jardin à la française, parfaitement entretenu, semble sorti d'un conte de fées. Marguerite, dans sa petite robe bleue de province, se sent soudain ridicule et déplacée. « Madame vous attend au salon », annonce Charles en la guidant à travers un hall de marbre où résonne chacun de ses pas. Les murs sont ornés de toiles de maître. Les meubles Louis XV témoignent d'un raffinement séculaire. L'odeur de cire d'abeille et de roses fraîches flotte dans l'air, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et solennelle. Élisabeth de Montclair l'attend, assise dans un fauteuil de velours grenat, le dos droit malgré ses 75 ans. Ses cheveux argentés sont tirés en chignon impeccable, ses bijoux anciens scintillent discrètement. Mais ce qui frappe Marguerite, c'est son regard, perçant, intelligent et d'un bleu identique au sien. Les mêmes yeux que ceux qu'elle voit chaque matin dans le miroir. « Approche-toi, mon enfant », dit Élisabeth d'une voix qui tremble légèrement d'émotion. « Ah, laisse-moi te regarder ». Marguerite s'avance, le cœur battant. Quand les yeux des deux femmes se croisent, c'est comme si le temps s'arrêtait. Élisabeth porte une main tremblante à sa bouche, ses yeux s'emplissent de larmes qu'elle tente de retenir avec la dignité de son rang. « Mon Dieu, Claude, tu as les mêmes yeux que mon Claude !» Le prénom de son père, prononcé avec tant d'amour et de douleur, fait vaciller Marguerite. Elle s'assoit dans le fauteuil que Élisabeth lui désigne, ses jambes refusant soudain de la porter. « Madame, je ne comprends pas. Ma mère m'a toujours dit que papa était orphelin. » Un sourire amer étire les lèvres de Élisabeth. Elle se lève, se dirige vers un secrétaire ancien et en sort une photo encadrée d'argent. Sur le cliché, un jeune homme aux cheveux bruns et aux yeux bleus sourit, tenant dans ses bras un bébé aux boucles dorées. « Voici ton père à 20 ans, avec toi quand tu avais 6 mois. C'est moi qui ai pris cette photo dans ce même salon. » Marguerite saisit le cadre d'une main tremblante. L'homme sur la photo lui ressemble étrangement.
Mais plus troublant encore, elle se reconnaît dans ce bébé joufflu aux yeux rieurs. « Pourquoi ?» chuchote-t-elle. « Pourquoi maman ne m'a jamais parlé de vous ?» Élisabeth retourne s'asseoir, ses mains élégantes jointes sur ses genoux. Son visage se durcit, révélant une femme habituée à commander, à décider du destin des autres. « Parce que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie, Marguerite. Quand Claude m'a annoncé qu'il épousait ta mère, une simple employée de mairie rencontrée à Aix-en-Provence, j'ai refusé de la recevoir. J'estimais que mon fils, héritier d'un empire familial construit depuis 3 générations, méritait mieux qu'une femme du peuple. La gifle des mots frappe Marguerite en plein cœur. Sa mère, Marie, cette femme qui s'est sacrifiée pour elle, élevée seule après la mort de Claude, cette femme qui travaille encore aujourd'hui comme secrétaire dans la mairie du village malgré ses 58 ans. Une femme du peuple. Claude m'a dit qu'il renonçait à tout pour elle, continue Élisabeth, sa voix se brisant légèrement. À son nom, à son héritage, à sa famille. Il a pris le nom de ta mère et vous êtes partis vivre dans ce petit village. Je l'ai renié. Je lui ai dit qu'il n'était plus mon fils. Marguerite sent la colère monter en elle comme une marée. Cette femme élégante, dans son salon doré, a détruit sa famille par orgueil et snobisme. Son père est mort en pensant qu'il était rejeté. Sa mère a vécu dans le mensonge et la honte. Et maintenant, lance-t-elle, sa voix vibrant d'une rage contenue. Ah, maintenant que papa est mort depuis 16 ans, vous vous réveillez? Vous voulez racheter votre conscience? Élisabeth encaisse le coup sans broncher. Elle se lève à nouveau, marche vers la fenêtre donnant sur le jardin. Ses épaules, habituellement si droites, semblent porter le poids de tous ses regrets. Il y a 3 mois, les médecins m'ont appris que j'avais un cancer. Peut-être 6 mois à vivre, peut-être moins. Elle se retourne, son regard planté dans celui de Marguerite. Et je n'ai pas d'autres héritiers. Mon mari est mort il y a 10 ans. Claude était mon seul enfant. L'empire que les Montclair ont bâti va mourir avec moi. À moins que tu n'acceptes de prendre ta place. Le silence qui suit cette révélation est assourdissant. Marguerite regarde autour d'elle, les toiles de maître, les meubles précieux, cette richesse qui pourrait être sienne. Puis elle pense à Pierre, à leur vigne modeste, à leur amour simple et vrai. « Quelle place ?» demande-t-elle faiblement. Élisabeth sort d'un tiroir un dossier épais, le pose sur la table basse entre elles. Les documents officiels révèlent l'ampleur de l'héritage. Château viticole dans le Bordelais produisant certains des plus grands crus de France, hôtels particuliers dans Paris, Cannes et Monaco, parts dans des galeries d'art, des maisons de édition, des journaux prestigieux. Et tout ceci t'appartient de droit, Marguerite. Tu es une Montclair, que cela te plaise ou non, mais je ne te donnerai pas cet héritage pour que tu le dilapides. Tu dois prouver que tu en es digne. Comment? Le mot sort de la gorge de Marguerite comme un râle. En restant ici ou à Paris, en apprenant les codes de notre monde, en te formant aux affaires, en épousant un homme de notre milieu qui pourra t'aider à gérer cet empire. Élisabeth marque une pause, son regard se durcit. En oubliant cette vie de paysanne que tu menais en Provence. L'image de Pierre s'impose brutalement à l'esprit de Marguerite. Ses mains calleuses, son rire franc, leur maison modeste mais remplie d'amour. Comment peut-elle choisir entre l'homme qu'elle aime et un destin qui dépasse tous ses rêves? « Et si je refuse ?» murmure-t-elle. « Alors tout ira à des œuvres de charité et le nom des Montclair S éteindra avec moi. Ton père aura renoncé à son héritage pour rien. » Le chantage affectif atteint sa cible. Marguerite ferme les yeux, submergée par l'ampleur de la décision qu'elle doit prendre. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message de Pierre « Je t'aime, reviens-moi vite !» Ces quelques mots simples contrastent violemment avec l'univers de luxe et de manipulation dans lequel elle se trouve soudain plongée. Élisabeth observe sa petite fille avec attention, guettant le moindre signe de faiblesse ou de résolution. « Oh, je dois réfléchir », finit par dire Marguerite. « Bien sûr, Charles va te conduire au Ritz. J'ai pris une suite à ton nom. Demain soir, je donne un dîner en l'honneur de ta renaissance. Tu rencontreras notre famille, nos amis, notre monde. Après cela, tu pourras décider en toute connaissance de cause. » En quittant l'hôtel particulier, Marguerite a l'impression de quitter une réalité pour plonger dans un rêve étrange. Le Ritz, avec ses dorures et son service irréprochable, lui semble aussi irréel qu'un décor de théâtre. Dans sa suite somptueuse, elle s'effondre sur le lit de soie, submergée par les événements. Elle appelle Pierre.
Sa voix, quand elle résonne dans le téléphone, lui semble venir d'une autre planète. « Margot? Comment ça s'est passé? Comment lui expliquer? Comment lui dire qu'elle vient de découvrir qu'elle est l'héritière de millions d'euros, que sa grand-mère veut faire d'elle une femme du monde, qu'on attend d'elle qu'elle renonce à leur amour? C'est compliqué, Pierre, plus compliqué que tout ce qu'on pouvait imaginer. Pen revient. Margot, reviens maintenant. Cette femme, elle va te changer, je le sens. » Marguerite regarde par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillent comme des étoiles. Quelque part dans cette ville se dessine son avenir, mais elle ne sait pas encore lequel elle va choisir. « Laisse-moi encore un jour, je dois aller à ce dîner demain. Après, je saurai. » Mais en raccrochant, elle sait déjà que rien ne sera plus jamais comme avant. La petite Marguerite Dubois de Provence commence à mourir, et quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore, commence à naître dans les draps de soie du Ritz. Dehors, Paris continue de vivre, indifférente au drame qui se joue dans le cœur d'une jeune femme écartelée entre deux mondes. Le lendemain, 18 heures. Marguerite se regarde dans le miroir de sa suite au Ritz, méconnaissable. Élisabeth a envoyé sa styliste personnelle, Madame Delacroix, une femme sèche aux gestes précis qui l'a transformée en quelques heures. La robe de soie noire Chanel épouse parfaitement ses formes, les bijoux de famille, colliers de perles et boucles d'oreilles en diamant, scintillent à son cou et ses oreilles. Ses cheveux, coiffés en chignon sophistiqué, révèlent la noblesse de ses traits. « Vous êtes magnifique, mademoiselle », murmure Madame Delacroix en ajustant une dernière mèche. « Vous avez le port et l'élégance naturelle des grandes dames. C'est dans le sang. » Dans le sang. Ces mots résonnent étrangement aux oreilles de Marguerite. Hier encore, elle était une simple vigneronne aux mains tachées de terre. Aujourd'hui, elle ressemble à ces femmes qu'elle admirait dans les magazines de mode, sans jamais oser rêver leur ressembler un jour. Charles l'attend dans le hall, son regard professionnel trahissant une pointe d'approbation. Le trajet vers l'avenue Foch se fait dans un silence tendu. Marguerite tripote nerveusement son téléphone, relisant pour la 100e fois le message de Pierre « Bonne chance ce soir. Tu me manques terriblement. Je t'aime. » L'hôtel particulier scintille de 1000 feux. Les fenêtres illuminées laissent entrevoir l'agitation d'une soirée d'exception. Des voitures de luxe déposent leurs occupants élégants devant la grille en fer forgé. Marguerite reconnaît quelques visages. Un ministre qu'elle a vu à la télévision, une actrice célèbre, un banquier dont le nom fait régulièrement la une des journaux financiers. Élisabeth l'accueille dans le grand salon, resplendissante dans une robe de soie bordeaux qui met en valeur ses bijoux anciens. Son sourire, chaleureux en surface, ne parvient pas à masquer l'inquiétude qui danse dans ses yeux. Ce soir représente un test crucial. Sa petite fille saura-t-elle tenir son rang dans ce monde impitoyable? « Marguerite, ma chère enfant, tu es éblouissante. » Elle la prend par le bras, la guide vers le groupe d'invités qui se presse, près de la cheminée. « Et permettez-moi de vous présenter ma petite fille, Marguerite de Montclair. » Le nom résonne comme une bombe dans l'assemblée. Les conversations se taisent. Tous les regards convergent vers la jeune femme. Marguerite sent ses joues s'empourprer sous l'attention générale, mais elle redresse les épaules, puisant dans une fierté qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Ainsi, c'est elle la mystérieuse héritière, murmure Véronique de Brissac, une femme d'une 50aine d'années au regard acéré. On la croyait morte avec son père. Quelle surprise! Le ton mielleusement perfide n'échappe pas à Marguerite. Derrière les sourires de façade, elle devine déjà les couteaux qui s'aiguisent. Ces gens l'observent comme un spécimen rare, jaugeant ses moindres gestes, guettant la faille qui trahirait ses origines modestes. « Ah, Marguerite a grandi en Provence », explique Élisabeth avec un sourire crispé. Elle a eu une éducation différente, mais le sang ne ment pas. « En Provence, dites-vous » s'enquiert Hubert de Malverne, un homme élégant aux tempes grisonnantes. « Dans quelle propriété? Je connais tous les domaines viticoles de la région. » Le piège se referme. Marguerite sent les regards peser sur elle, attendant sa réponse. Dire la vérité, qu'elle vivait dans une modeste maison de village et travaillait comme employée agricole, signerait sa perte sociale immédiate. « Dans une propriété familiale ?» répond-elle avec un calme qu'elle ne ressent pas. « Nous cultivions la vigne en petite quantité, pour le plaisir plus que pour le commerce. À mensonge par omission, mais mensonge quand même. » Elle voit Élisabeth hocher discrètement la tête, approuvant cette première esquive.
Le dîner se déroule dans la salle à manger d'apparat sous les cristaux d'un lustre de baccarat. Marguerite se retrouve assise entre Alexandre de Montbéliard, héritier d'une famille de banquiers, et Sébastien Roussel, propriétaire de plusieurs châteaux dans le Bordelais. Les deux hommes, la trentaine séduisante, rivalisent d'attention envers elle. « Vous connaissez sûrement nos domaines en Provence », dit Sébastien en découpant délicatement son foie gras. « Nous possédons château de Mirval, près d'Aix-en-Provence. Peut-être vous y êtes-vous promené ?» Marguerite connaît effectivement ce château, de l'extérieur. Elle y a souvent emmené des groupes de touristes quand elle travaillait occasionnellement comme guide. Mais elle était de l'autre côté de la grille, celle des employés et des visiteurs. « J'ai eu l'occasion de l'admirer », répond-elle prudemment. Alexandre, sentant une ouverture, se penche vers elle. « J'aimerais beaucoup vous faire visiter nos caves à Château-Margaux. Nous organisons souvent des dégustations privées pour les amateurs éclairés. » Les codes de ce monde lui échappent encore, mais Marguerite comprend instinctivement que ces invitations ne sont pas innocentes. Ces hommes la courtisent, attirés par l'héritage qu'elle représente plus que par sa personne. La conversation dérive vers les affaires, les investissements, les stratégies financières. Marguerite écoute, fascinée malgré elle par ces discussions où se brassent des millions d'euros comme s'il s'agissait de monnaie de poche. Elle découvre l'influence de sa grand-mère. Un modèle peut faire ou défaire une carrière, une recommandation peut ouvrir toutes les portes. « Et vous, ma chère Marguerite ?» lance Véronique de Brissac avec un sourire carnassier. « Quels sont vos projets? Comptez-vous reprendre les affaires familiales immédiatement? Ou préférez-vous d'abord vous former ?» Ah, l'insinuation est claire. Elle la considère comme incompétente, une parvenue qu'il faudra éduquer avant de lui confier quoi que ce soit d'important. « Je compte d'abord comprendre » répond Marguerite, sa voix prenant une assurance nouvelle. « Sous comprendre comment fonctionne ce monde, quelles sont ses règles, qui sont ses acteurs. On ne dirige pas un empire sans connaître ses fondations. » Un silence respectueux accueille sa réponse. Élisabeth la regarde avec une fierté visible, tandis que les autres invités réévaluent visiblement leur jugement initial. Après le dîner, dans le salon fumoir, Marguerite se retrouve momentanément seule. Elle profite de ce répit pour consulter son téléphone. 3 messages de Pierre, de plus en plus inquiet. « Comment ça se passe ?»« Ah, tu me rappelles. Margot, je suis mort d'inquiétude. »« Les amoureux de province sont touchants, n'est-ce pas ?» Marguerite sursaute. Véronique de Brissac s'est approchée silencieusement, un verre de champagne à la main et un sourire mauvais aux lèvres. « Ah, je vous demande pardon ? Votre fiancé, ma chère. Oh, nous sommes au courant. Dans notre milieu, on se renseigne toujours avant d'accueillir de nouveaux membres. Pierre Moreau, viticulteur, propriétaire de 3 hectares de vignes. Charmant, j'en suis sûr. Mais vous comprenez bien que ce genre d'union n'est plus possible maintenant. » La gifle des mots fait chanceler Marguerite. Cette femme, avec sa cruauté feutrée, vient de mettre le doigt sur son dilemme le plus douloureux. « Pierre est l'homme que j'aime, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « L'amour. » Véronique éclate d'un rire cristallin et glacial. « Ma pauvre enfant, vous découvrirez vite que l'amour est un luxe que les gens de notre rang ne peuvent ne se permettre. Nous épousons des alliances, des patrimoines, des destins. L'amour, c'est pour les romans à l'eau de rose. Et vous? Vous aimez votre mari ?» Le visage de Véronique se durcit imperceptiblement. « J'ai épousé un nom, une fortune, un statut social. Nos enfants portent 2 des plus beaux noms de France. C'est plus durable que tous les élans du cœur. » Sam, Alexandre de Montbéliard s'approche à ce moment, interrompant cette conversation empoisonnée. Il tend un nouveau verre de champagne à Marguerite, son regard s'attardant sur ses lèvres. « Et mademoiselle Marguerite, votre grand-mère m'a dit que vous acceptiez peut-être de visiter mes propriétés en Bourgogne le week-end prochain ?» Nous pourrions parler affaires et faire plus ample connaissance. L'invitation sonne comme une proposition indécente. Marguerite comprend soudain que tout s'accélère, que les prétendants se positionnent déjà, que sa grand-mère orchestre probablement ces rapprochements. « Je vous remercie, mais j'ai encore beaucoup à apprendre avant de m'engager dans quoi que ce soit. » Le sourire d'Alexandre vacille légèrement, mais il incline la tête avec élégance. Bien sûr, le temps joue en faveur des décisions réfléchies. Et quand les derniers invités repartent, Marguerite se retrouve seule avec Élisabeth dans le grand salon. Sa grand-mère semble fatiguée mais satisfaite. « Tu t'es très bien comporté ce soir, » dit-elle en s'installant dans son fauteuil habituel. «
Tu as l'instinct de ce monde, c'est indéniable. Quelques mois de formation, et tu seras parfaite. Formation pourquoi? Pour devenir comme eux? Pour mépriser ceux qui n'ont pas eu ma chance? Anne-Élisabeth la regarde avec surprise. Pour prendre ta place, Marguerite? Pour diriger un empire qui emploie des milliers de personnes, qui influence, l'économie du pays. Tu crois que c'est un jeu? Et Pierre? Dans votre grand plan, qu'est-ce qu'il devient? Le silence qui suit cette question résonne comme un glas. Élisabeth se lève, marche vers la fenêtre donnant sur le jardin plongé dans l'obscurité. Ah, Pierre Moreau est un homme charmant, j'en suis sûr, mais il appartient à ta vie d'avant. Tu ne peux pas construire un avenir avec le passé, ma chérie. Il m'aime, et je l'aime. Oh, tu crois l'aimer? Mais qu'est-ce que l'amour face au pouvoir de changer le monde? Face à la responsabilité de préserver un héritage familial? Face au destin qui t'attend? Marguerite sent les larmes lui monter aux yeux. Elle pense à Pierre, seul dans leur petite maison, attendant son retour. Elle pense à cette soirée où elle a joué un rôle qui lui colle déjà à la peau malgré elle. « Ah, je veux rentrer », murmure-t-elle. « Je veux réfléchir chez moi. » « Oh, cette maison est chez toi maintenant, Marguerite, plus que tu ne le penses. » Et en regagnant sa suite au Ritz, Marguerite a l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une soirée. Dans l'ascenseur, elle croise son reflet dans le miroir. Cette femme élégante en robe de soie lui semble être une étrangère. Elle appelle Pierre, mais tombe sur sa messagerie. En Provence, il est minuit passé. Il doit dormir, épuisé par l'inquiétude et l'attente. Assise sur son lit de soie, dans sa robe à plusieurs milliers d'euros, Marguerite pleure en silence. Elle pleure sur sa vie d'avant qui se fissure, sur l'innocence qu'elle est en train de perdre, sur l'amour qu'on lui demande de sacrifier. Dehors, Paris scintille toujours, indifférente au déchirement d'une jeune femme qui découvre que certains rêves, quand ils se réalisent, peuvent devenir des cauchemars dorés. Le TGV file vers le sud à 300 km à l'heure, mais Marguerite a l'impression qu'il n'avancera jamais assez vite. 3 jours à Paris ont suffi à bouleverser sa vie. Et maintenant, le retour vers la Provence lui semble un voyage vers une autre époque. Dans son sac de voyage, elle transporte 2 mondes. La robe Chanel soigneusement pliée côtoie sa vieille salopette de travail, les bijoux de famille reposent près de ses chaussures de marche poussiéreuses. Quand le train s'arrête en gare d'Aix-en-Provence, l'air chaud et parfumé de lavande la saisit comme une gifle d'émotion. Tout lui semble plus petit, plus simple, presque désuet après les fastes parisiens. Pierre l'attend sur le quai, les mains dans les poches, le visage marqué par 3 nuits d'insomnie. Quand leurs regards se croisent, elle lit dans ses yeux bleus une question muette et terrifiante. « Es-tu encore mienne ?» Ils s'étreignent en silence, mais Marguerite sent immédiatement que quelque chose a changé. Pierre la tient contre lui comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore, et elle ne parvient plus à retrouver cette évidence, cette simplicité de leurs gestes d'avant. Les mains de Pierre, qu'elle trouvait si rassurantes, lui semblent soudain rugueuses. Son odeur familière, mélange de terre et de soleil, contraste étrangement avec les parfums sophistiqués qu'elle a respirés à Paris. « Tu m'as manqué » murmure-t-il contre ses cheveux. « Toi aussi » répond-elle, mais les mots sonnent faux dans sa bouche. Le trajet en voiture vers leur village se fait dans un silence pesant. Pierre conduit sa vieille Citroën avec nervosité, jetant des coups d'œil inquiets vers Marguerite. Elle regarde défiler le paysage provençal qu'elle a toujours adoré, les oliviers argentés, les champs de tournesol, les mâts en pierre sèche, mais tout lui paraît différent, comme vu à travers un filtre qui aurait changé les couleurs. Alors, finit par demander Pierre quand il s'engage sur le chemin de terre menant à leur maison. « Cette grand-mère, elle existe vraiment? Elle existe. » Marguerite se tourne vers lui, cherche ses mots. « Pierre, c'est plus compliqué que tout ce qu'on pouvait imaginer. Ou compliqué comment? » Ils s'arrêtent devant leur petite maison de pierre, celle où ils ont vécu 3 années de bonheur simple. Le jardin potager que Pierre a entretenu pendant son absence ressemble à un petit paradis. Tomates rouges, courgettes brillantes, herbes aromatiques qui embaument l'air du soir. Marguerite a un pincement au cœur en pensant aux jardins à la française de l'avenue Foch. À l'intérieur, tout est exactement comme elle l'a laissé. La cuisine, avec sa table de bois rustique, les photos de leur bonheur accrochées au mur, le canapé défraîchi où ils passaient leur soirée enlacés devant la télévision. Pourtant, elle se sent étrangère dans son propre foyer.
Pierre prépare le dîner, salade de tomates du jardin, fromage de chèvre local, pain croustillant, pendant qu'elle lui raconte son voyage. Elle choisit ses mots avec soin, édulcore la réalité, cache l'ampleur véritable de l'héritage. Mais quand elle évoque le dîner, les invités, l'univers qu'elle a découvert, elle voit le visage de Pierre se fermer progressivement. « Des banquiers, des propriétaires de châteaux », répète-t-il amèrement. « Et toi au milieu d'eux, dans tes beaux habits ?» « Pierre, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah, qu'est-ce que je crois, Margot ? Que ma fiancée a découvert qu'elle appartenait à un monde où je n'ai pas ma place ? Que 3 jours ont suffi à lui faire oublier 3 ans d'amour. » La douleur dans sa voix la transperce. Elle tend la main vers lui, mais il recule instinctivement. « Tu ne m'as pas rappelé hier soir, » continue-t-il. « J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. Tu étais où ?» Marguerite baisse les yeux. Hier soir, après le dîner, Élisabeth l'avait emmenée dans une soirée privée chez des amis collectionneurs d'art. Elle avait éteint son téléphone pour éviter d'être dérangée par les messages de Pierre. Cette trahison inconsciente lui fait honte. J'y étais. J'ai dû rencontrer d'autres personnes, pour comprendre. Pour comprendre quoi? Que nous, ce qu'on a construit ensemble, ce n'est rien comparé à leurs millions. La dispute éclate alors, violente et dévastatrice. Pierre, habituellement si calme, laisse exploser 3 jours d'angoisse et de jalousie. Marguerite se défend, mais ses arguments sonnent creux même à ses propres oreilles. Comment expliquer l'attraction qu'elle a ressentie pour ce monde de pouvoir et de luxe? Comment avouer qu'elle a aimé l'attention, le respect, la déférence qu'on lui témoignait? « Ils t'ont changé, Margot! En 3 jours, ils t'ont changé! Je suis la même! » Bah non, regarde-toi, même ta façon de parler a changé. Tu prononces les mots différemment, tu te tiens plus droite, tu n'es plus ma Margot. Il a raison, et c'est cela qui terrasse Marguerite. Sans s'en rendre compte, elle a adopté certaines manières, certaines intonations observées chez Élisabeth et ses invités. Le vernis parisien s'est déposé sur elle plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible. Cette nuit-là, ils dorment dos à dos pour la première fois depuis leur rencontre. Marguerite fixe le plafond, écoutant la respiration irrégulière de Pierre, qui ne trouve pas le sommeil non plus. Dans sa table de nuit, son téléphone vibre régulièrement. Message D. Élisabeth. Invitation d'Alexandre de Montbéliard. Proposition d'affaires de Sébastien Roussel. Ce monde parisien la rattrape même ici, dans leur refuge provençal. Le lendemain matin, Marguerite tente de retrouver ses anciennes habitudes. Elle enfile sa salopette, sort dans les vignes, essaie de renouer avec les gestes qui rythmaient sa vie d'avant. Mais ses mains, désormais habitées par le souvenir de la soie et des bijoux, lui semblent gauches. Le soleil qui caresse sa peau lui rappelle les rayons dorés filtrant à travers les hautes fenêtres de l'hôtel particulier. Pierre travaille à ses côtés, mais le naturel de leurs échanges d'autrefois ne revient pas. Ils se parlent poliment, comme des étrangers qui feraient connaissance. L'amour est toujours là, mais quelque chose s'est brisé, une innocence perdue qui ne se retrouvera jamais. L'après-midi, Marie, la mère de Marguerite, vient leur rendre visite. À 58 ans, cette femme courageuse qui a élevé seule sa fille porte sur son visage les traces d'une vie de labeur et de sacrifice. Quand Marguerite lui raconte sa découverte, Marie s'effondre littéralement sur une chaise de la cuisine. « Oh, je savais que ce jour viendrait », murmure-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai espéré qu'elle ne te retrouverait jamais. »« Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tous ces mensonges ?» Marie se tord les mains, le regard perdu dans ses souvenirs douloureux. « Parce qu'elle nous a détruits, Margot. Cette femme, ta grand-mère, elle a détruit ton père avec son orgueil et son mépris. Quand Claude a choisi de épouser, elle l'a renié, humilié. Elle nous a dit que nous étions indignes du nom Montclair. Papa le savait? Oh, il en était mort de chagrin. Oh, pas seulement de l'accident de voiture. Il est mort de ne plus avoir de famille, de porter cette honte de n'avoir pas su concilier l'amour et le devoir. Après ta naissance, il a essayé de la recontacter, de lui présenter sa petite fille. Elle a refusé de nous recevoir. Cette révélation frappe Marguerite comme un coup de massue. Son père, ce héros de son enfance, était en réalité un homme brisé par le rejet de sa propre mère. Élisabeth lui avait caché cette partie de l'histoire, présentant Claude comme un fils rebelle plutôt que comme une victime. Et maintenant, elle revient, continue Marie avec amertume. Maintenant qu'elle vieillit,
qu'elle se retrouve seule. Elle veut récupérer ce qu'elle a jeté. Mais à quel prix, Margot? Tu vas sacrifier ton bonheur comme ton père a sacrifié le sien? Pierre, qui a écouté en silence, pose une main protectrice sur l'épaule de Marguerite. Elle ne partira pas. N'est-ce pas, Margot? Tout cet argent, tout ce pouvoir, ça ne vaut pas notre amour? Marguerite regarde l'homme qu'elle aime, puis sa mère qui la supplie du regard. Elle pense aux vignes qui l'entourent, à cette vie simple et vraie qu'elle a toujours chérie. Puis, malgré elle, elle revoit les salons dorés de l'avenue Foch, sent encore le frisson du pouvoir, entend la voix d'Élisabeth lui promettant un destin exceptionnel. « Je ne sais pas, chuchote-t-elle. Je ne sais plus. » Le silence qui suit cette confession résonne comme un arrêt de mort. Pierre retire sa main. Marie ferme les yeux de douleur. Dans sa poche, le téléphone de Marguerite vibre encore. Élisabeth, qui s'inquiète de son silence, qui réclame une réponse, qui attend sa décision. Cette nuit-là, Marguerite sort de la maison et marche jusqu'à la petite chapelle du village, celle où elle allait prier enfant quand la vie lui semblait trop compliquée. Sous la voûte étoilée de Provence, agenouillée sur les pierres usées par les siècles, elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle pleure sur son père qui est mort de chagrin, sur sa mère qui a porté seule le poids des secrets, sur Pierre qui la regarde déjà comme une étrangère. Elle pleure sur l'innocence perdue, sur l'amour qui se fissure, sur cette femme qu'elle est en train de devenir sans l'avoir vraiment choisie. Quand elle rentre au petit matin, Pierre l'attend dans la cuisine, une tasse de café fumant à la main. Il a les traits tirés, les yeux rougis par une nuit blanche. « Tu vas partir, n'est-ce pas ?» dit-il sans la regarder. Marguerite s'assoit en face de lui, prend ses mains dans les siennes. « Pierre, réponds-moi, tu vas partir. Je ne peux pas ignorer qui je suis. Cette femme, malgré tout ce qu'elle a fait, c'est ma famille. Ses responsabilités, cet héritage. Peut-être que j'ai le devoir de les accepter. » Pierre retire ses mains, se lève brusquement. « Le devoir? Tu parles comme elle maintenant? Et moi? Et nous? On était ton devoir aussi, non? Tu ne comprends pas? C'est plus grand que nous, Pierre. Il s'agit de milliers d'emplois, d'un empire qui peut faire le bien ou le mal selon qui le dirige. Et tu crois que tu es la seule à pouvoir le diriger? Tu crois que le monde a besoin d'une bergère devenue princesse pour être sauvée? » La cruauté involontaire de ces mots fait vaciller Marguerite. Pierre, réalisant immédiatement sa méchanceté, tend la main vers elle, mais elle recule. « Ah, peut-être que tu as raison, » dit-elle, sa voix tremblant de douleur et de colère. « Et peut-être que je ne suis qu'une bergère qui se prend pour une princesse. Mais au moins, j'aurais essayé de devenir plus que ce que le destin m'avait réservé. » L'après-midi même, Marguerite fait ses bagages. Pierre la regarde en silence, assis sur leur lit, tenant entre ses mains la bague de fiançailles qu'elle vient de lui rendre. « Si tu pars maintenant, » dit-il d'une voix brisée, « ne reviens pas. Je ne pourrai pas survivre à un deuxième abandon. Pierre, non, Margot, c'est ton choix, mais assume-le jusqu'au bout. » Oh, en montant dans le taxi qui l'emmène vers la gare, Marguerite se retourne une dernière fois vers la maison. Pierre n'est pas venu lui dire au revoir? Elle aperçoit seulement sa silhouette à la fenêtre de leur chambre, immobile et solitaire. Le voyage vers Paris se fait dans un état second. Marguerite a l'impression de quitter sa peau, d'abandonner une partie d'elle-même sur les routes de Provence. Quand le train entre en gare de Lyon, elle n'est déjà plus tout à fait la même femme que celle qui était partie 3 jours plus tôt. Charles l'attend avec la Bentley. En traversant Paris vers l'avenue Foch, Marguerite regarde défiler les lumières de la capitale. Quelque part dans cette ville l'attend son avenir, mais elle ne sait pas encore s'il sera fait de bonheur ou de regret. Élisabeth l'accueille avec un sourire satisfait qui ne parvient pas à masquer son soulagement. Sa petite fille est revenue, l'héritage est sauvé, la lignée continuera, mais en voyant les yeux rougis de Marguerite, elle comprend le prix de cette victoire. « Et tu as fait le bon choix, » dit-elle simplement. « J'espère, » répond Marguerite en s'effondrant dans le fauteuil du salon. « Parce que s'il s'avère que j'ai tort, je viens de sacrifier la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Dehors, la nuit tombe sur Paris, emmenant avec elle les derniers restes de la Marguerite d'avant. Demain commencera vraiment sa nouvelle vie. Mais ce soir, elle pleure encore l'ancienne. 6 mois ont passé depuis que Marguerite a franchi le seuil de l'hôtel particulier pour ne plus jamais repartir. L'automne parisien part la capitale de ses plus beaux atours dorés, et la jeune femme qui descend les marches du perron chaque matin n'a plus rien de la vigneronne provençale d'autrefois.
Vêtue d'un tailleur Dior gris perle, ses cheveux relevés en chignon sophistiqué, Marguerite de Montclair, elle a officiellement repris ce nom, incarne désormais l'élégance parisienne dans ce qu'elle a de plus raffiné. Mais derrière cette façade parfaite se cache une femme en proie au doute et à la solitude. Chaque matin, en consultant son agenda surchargé, conseil d'administration de la holding familiale, rendez-vous avec les directeurs des filiales, déjeuner d'affaires dans les restaurants les plus huppés de la capitale, elle repense à ces matins simples où elle se réveillait dans les bras de Pierre, au parfum de lavande qui entrait par les fenêtres ouvertes. « Mademoiselle de Montclair, votre voiture vous attend », annonce Julien, son nouvel assistant personnel, un jeune homme brillant sorti de HEC qui gère son emploi du temps avec une efficacité militaire. Elisabeth a tout orchestré à la perfection. Formation intensive en gestion d'entreprise avec les meilleurs consultants parisiens, cours particuliers d'histoire de l'art pour briller dans les dîners mondains, leçons de équitation au bois de Boulogne pour parfaire son image de femme du monde. Marguerite absorbe tout avec une facilité qui surprend même sa grand-mère, révélant une intelligence naturelle et une intuition des affaires héritées du sang Montclair. Ce matin-là, elle se rend dans les bureaux de la holding familiale, avenue de l'Opéra. L'immeuble haussmannien, entièrement rénové, abrite l'empire discret mais tentaculaire des Montclair. Participation dans une trentaine d'entreprises, portefeuille immobilier colossal, investissement dans l'art et la culture. En 6 mois, Marguerite a appris à déchiffrer les bilans, à analyser les stratégies, à prendre des décisions qui pèsent des millions d'euros. « Bonjour, mademoiselle de Montclair », la saluent les employés avec un respect mêlé de curiosité. Ils observent encore avec fascination cette héritière surgie du néant, jaugeant ses compétences, guettant ses failles. Dans son bureau, au 7e étage avec vue sur l'Opéra Garnier, Marguerite consulte les dossiers en cours. Aujourd'hui, décision cruciale. L'acquisition d'un groupe de presse en difficulté. 500 emplois en jeu, une influence médiatique considérable à la clé. 6 mois plus tôt, elle ne savait même pas lire un bilan comptable. Aujourd'hui, elle maîtrise les enjeux comme si elle était née dans ce monde. L'offre de rachat des concurrents est supérieure de 20 millions, explique Maître Beaumont, le notaire de la famille, penché sur les documents étalés sur la table de réunion. Mais leur plan social prévoit 300 licenciements. Marguerite étudie les chiffres, pèse les options. L'ancienne Marguerite aurait choisi, elle, émotion, sauver les emplois sans réfléchir. La nouvelle Marguerite calcule, anticipe, stratégie. Nous maintenons notre offre, décide-t-elle finalement. Mais nous négocions un plan de développement sur 3 ans qui garantit tous les emplois. Si nous perdons 20 millions aujourd'hui, nous les récupérons demain avec une équipe motivée et fidèle. Maître Beaumont hoche la tête avec approbation. Cette petite fille d'Élisabeth possède décidément l'instinct des affaires, tempéré par une humanité que sa grand-mère avait perdue depuis longtemps. L'après-midi se poursuit par un déjeuner au Bristol avec Alexandre de Montbéliard. Depuis son installation parisienne, le jeune banquier la courtise avec assiduité, multipliant les invitations, les bouquets de fleurs, les attentions délicates. Élisabeth encourage ouvertement ce rapprochement. Un mariage avec Alexandre unirait 2 des plus grandes fortunes de France et assurerait la pérennité de l'empire Montclair. « Et Marguerite, vous êtes radieuse !» dit Alexandre en l'accueillant dans le salon feutré du palace. Toujours impeccablement vêtu, séduisant avec ses tempes grisonnantes prématurées et son sourire carnassier, il représente tout ce que sa grand-mère espère pour elle. L'alliance parfaite entre la passion et la raison, l'amour et les affaires. Pourtant, quand il lui baise la main, Marguerite ne ressent rien. Aucun frisson, aucune émotion. Juste la politesse glacée d'un monde où les sentiments se négocient comme des contrats. « C'est Alexandre, toujours aussi flatteur », répond-elle avec un sourire de convenance. Pendant le repas, homard bleu et champagne rosé dans un décor de marbre et d'or, Alexandre déploie tout son charme. Ils parlent de leurs projets communs, des synergies possibles entre leurs entreprises, de l'avenir brillant qu'ils pourraient construire ensemble. Ses mots sont choisis, ses arguments percutants, sa stratégie de séduction parfaitement orchestrée. « J'aimerais vous emmener au vernissage de l'exposition Monet ce soir », propose-t-il en caressant sa main posée sur la table. « Puis nous pourrions dîner dans ma propriété de Neuilly. J'ai quelque chose d'important à vous demander. » Marguerite devine la nature de cette demande importante. Le mariage,
l'union des dynasties, l'accomplissement du rêve d'Élisabeth. Tout se dessine selon le plan parfait de sa grand-mère. « J'en serais ravie, répond-elle, surprise elle-même par cette acceptation qui sort de sa bouche sans qu'elle l'ait vraiment décidé. En rentrant avenue Foch, Marguerite trouve Élisabeth dans son salon, plus frêle qu'à l'ordinaire. La maladie progresse inexorablement, malgré les traitements de pointe et les soins constants. Sa grand-mère a maigri. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard conserve toute son acuité. « Comment s'est passé ton déjeuner avec Alexandre » demande-t-elle sans préambule. « Il va me faire sa demande ce soir. Et que vas-tu répondre » Marguerite s'assoit en face de sa grand-mère, observe ce visage marqué par l'âge et la maladie, mais toujours aussi autoritaire. 6 mois de vie commune ont créé entre elles une complicité complexe, mélange d'affection sincère et de rapports de force permanents. « Je ne sais pas. Est-ce que l'amour peut naître de la raison ?» L'amour. Élisabeth sourit avec amertume. « Ma chérie, j'ai épousé ton grand-père par amour. Un amour fou, passionné, destructeur. Sais-tu où cela nous a menés ? À 20 ans de disputes, de jalousie, de souffrance. Ton grand-père buvait, jouait, me trompait. L'amour s'est transformé en haine, puis en indifférence. Et avec Alexandre. Alexandre est un homme intelligent, cultivé, de bonne famille. Il te respectera, te protégera, partagera tes ambitions. C'est plus durable que tous les élans du cœur. Marguerite pense à Pierre, à leur amour simple et vrai, à cette passion qu'il habitait et qu'elle a sacrifiée sur l'autel des convenances. 6 mois sans nouvelles de lui, 6 mois à refouler ses sentiments, à construire cette nouvelle personnalité qui ressemble parfois à un mensonge permanent. Et si je refusais, si je choisissais de rester seule, alors tu reproduirais l'erreur de ton père. L'isolement, ma chérie, c'est la mort sociale dans notre milieu. Une femme seule, même riche et puissante, reste vulnérable. Alexandre te donnera la légitimité qui te manque encore. Ce soir-là, dans sa suite au Ritz, qu'elle a fini par considérer comme son véritable foyer, Marguerite se prépare pour le vernissage. Sa femme de chambre, Madame Dubois, elle a gardé par ironie ce nom qui la rattache à son passé, l'aide à enfiler une robe de soie noire signée Valentino, ajuste le collier de diamants qui appartenait à l'arrière-grand-mère d'Élisabeth. Dans le miroir, elle ne reconnaît plus du tout la jeune femme qui cueillait les raisins sous le soleil de Provence. Cette créature élégante et sophistiquée lui semble parfois être une étrangère qu'elle observerait de l'extérieur. Le vernissage se déroule au Grand Palais, dans un tourbillon de mondanité et de faux semblants. Marguerite évolue avec aisance dans cet univers qu'elle maîtrise désormais parfaitement, saluant les uns, complimentant les autres, incarnant à la perfection le rôle qu'on attend d'elle. Alexandre, fier comme un pont, la présente à ses relations comme si elle lui appartenait déjà. « Marguerite de Montclerc, permettez-moi de vous présenter le ministre de la Culture. » Marguerite reprend les affaires familiales avec un talent remarquable. Les compliments pleuvent, les sourires se multiplient, les cartes de visite s'échangent. Marguerite joue le jeu avec une habileté qui l'effraie parfois. Cette capacité d'adaptation, cette facilité à adopter les codes de ce monde, révèlent en elle une part sombre qu'elle ne soupçonnait pas. Après le vernissage, Alexandre l'emmène dans sa propriété de Neuilly, un hôtel particulier du XIXe siècle entouré d'un parc magnifique. Le dîner aux chandelles, servi par un maître d'hôtel silencieux, se déroule dans un raffinement extrême. Alexandre a soigné chaque détail. Fleurs rares, champagne millésimé, service de porcelaine de Sèvres. « Marguerite, dit-il en prenant sa main quand ils passent au salon, ces 6 mois passés à vous côtoyer ont été les plus beaux de ma vie. » Il s'agenouille alors devant elle, sort un écrin de velours noir. La bague, diamant de 10 carats serti d'émeraude, vaut probablement plus que tout ce que Marguerite possédait dans sa vie d'avant. « Oh, voulez-vous épouser ?» Le silence qui suit cette demande semble durer une éternité. Marguerite regarde cette bague somptueuse, symbole d'un avenir de luxe et de respectabilité. Elle pense au conseil d'Élisabeth, à la logique implacable de cette union, aux avantages évidents de cette alliance. Puis, soudain, l'image de Pierre s'impose à elle avec une force bouleversante. Pierre et sa bague modeste, achetée avec ses économies de paysan. Pierre et son amour sincère, sa tendresse maladroite, sa fidélité sans faille. Pierre qu'elle a abandonné pour devenir cette femme qu'elle ne reconnaît plus. Alexandre,
commence-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Oui, il attend, confiant, sûr de sa victoire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ah, le visage d'Alexandre se crispe imperceptiblement. Cette réponse N n'était pas prévue dans son scénario parfait. Bien sûr, ma chérie. C'est une décision importante. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais dans ses yeux, Marguerite lit une déception teintée d'agacement. Dans ce monde, on ne fait pas attendre un Montbéliard. En rentrant avenue Foch, elle trouve Élisabeth qui l'attend dans le salon, malgré l'heure tardive. « Il t'a fait sa demande » demande sa grand-mère sans préambule. « Oui. Et j'ai demandé du temps pour réfléchir. » Le silence qui suit cette révélation glaçait l'atmosphère. Élisabeth se lève avec difficulté, marche vers la fenêtre donnant sur le jardin plongé dans l'obscurité. « Marguerite, que faut-il que je fasse pour que tu comprennes? Cet homme t'offre tout, l'amour, la sécurité, la respectabilité. Que cherches-tu de plus? La vérité, des sentiments vrais, une vie qui ne soit pas que calcul et convenance. » Élisabeth se retourne brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « La vérité? Tu veux la vérité? Eh bien la voici. Dans 3 mois, je serai morte. Dans 6 mois, les vautours se jetteront sur mon empire pour le dépecer. Sans Alexandre à tes côtés, sans la protection de son nom et de sa fortune, tu ne survivras pas 6 mois dans ce monde. Ils te broieront, ma chérie. Ils te réduiront en poussière. Alors pourquoi m'avoir fait venir? Pourquoi m'avoir arraché à ma vie d'avant si c'est pour me jeter en pâture à ces gens? C'est parce que tu es ma seule famille. Parce que je ne supportais pas l'idée que tout ce que nous avons construit disparaisse avec moi. Parce que... » Sa voix se brise, révélant soudain toute sa fragilité. « Parce que je t'aime, Marguerite. À ma façon, maladroitement peut-être, mais je t'aime. » Cette confession bouleverse Marguerite. Pour la première fois depuis 6 mois, elle voit Élisabeth non plus comme la manipulatrice redoutable, mais comme une vieille femme malade et seule, terrifiée à l'idée de mourir sans avoir transmis son héritage. « Grand-mère, ne réponds pas ce soir, dors, réfléchis. Mais souviens-toi, dans la vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que des conséquences que l'on doit assumer. » Cette nuit-là, dans sa chambre de l'hôtel particulier, elle a fini par quitter le Ritz pour s'installer définitivement avenue Foch. Marguerite ne trouve pas le sommeil. Elle se lève, ouvre sa fenêtre, respire l'air de Paris qui lui semble soudain irrespirable. Dans sa table de nuit, elle garde précieusement une photo, Pierre et elle lors de leur dernière fête des vendanges. Radieux, insouciant, amoureux. Cette image la hante chaque nuit, lui rappelant ce qu'elle a perdu en choisissant ce monde de paillettes et de faux-semblants. Demain, elle devra donner sa réponse à Alexandre. Demain, elle devra choisir définitivement entre la sécurité que représente ce mariage et l'espoir fou de retrouver un jour le véritable amour. Mais au fond de son cœur, elle sait déjà que Pierre ne lui pardonnera jamais sa trahison. Et peut-être qu'Alexandre, avec sa froideur calculée et ses attentions intéressées, représente tout ce qu'elle mérite désormais. L'aube se lève sur Paris, emmenant avec elle les derniers restes de l'innocence de Marguerite. Aujourd'hui commence le dernier acte de sa transformation, celui qui la mènera vers son destin, quel qu'il soit. Le matin du 15 décembre, Paris se réveille sous un manteau de neige qui transforme la capitale en décor de conte de fées. Depuis la fenêtre de sa chambre avenue Foch, Marguerite observe les flocons qui tombent en silence, recouvrant d'un voile immaculé les jardins de l'hôtel particulier. Cette pureté hivernale contraste étrangement avec la tempête qui fait rage dans son cœur. Aujourd'hui, elle doit donner sa réponse à Alexandre. Aujourd'hui, elle doit choisir définitivement entre la femme qu'elle est devenue et celle qu'elle était autrefois. 8 mois se sont écoulés depuis son premier voyage à Paris, 8 mois qui ont bouleversé sa vie de fond en comble. Dans sa penderie, la robe Chanel qu'elle portera pour le déjeuner avec Alexandre côtoie encore, comme un vestige du passé, sa vieille robe bleue de Provence, celle qu'elle portait le jour où tout a basculé. Parfois, la nuit, elle la ressort et la serre contre elle, respirant les dernières traces du parfum de lavande qui s'y accroche encore. « Mademoiselle, Madame de Montclair vous demande au salon » annonce Berthe, la vieille gouvernante qui veille sur la maison depuis 40 ans. Marguerite trouve Élisabeth dans son fauteuil habituel, mais son état s'est considérablement dégradé. Sa grand-mère, autrefois si imposante, semble avoir rapetissé.
Ses mains, jadis si fermes pour diriger un empire, tremblent en tenant sa tasse de thé. Le cancer a accéléré sa progression et les médecins ne parlent plus que de semaines. « Ma chérie » dit Élisabeth d'une voix affaiblie mais toujours aussi déterminée, « Alexandre m'a appelé ce matin. Il attend ta réponse avec impatience. »« Je sais, grand-mère. As-tu pris ta décision ?» Marguerite s'assoit en face de sa grand-mère, observe ce visage buriné par l'âge et marqué par la souffrance. Malgré tout ce qui les sépare, malgré les manipulations et les non-dits, un lien s'est tissé entre elles. Un amour complexe, fait de respect mutuel et de compréhension tacite. J'ai une question à te poser, grand-mère. Une seule, et je veux que tu me dises la vérité. Je t'écoute. Si tu pouvais revivre ta vie, si tu avais le choix entre épouser grand-père par amour ou faire un mariage de raison, que choisirais-tu? Élisabeth pose sa tasse, ferme les yeux un long moment. Quand elle les rouvre, Marguerite y lit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. « J'y épouserai ton grand-père 1000 fois. » Malgré la douleur, malgré les déceptions, malgré tout, sa voix se brise légèrement. « Parce qu'au moins, j'ai eu 20 ans de passion véritable. Parce que ton père est né de cet amour fou. Parce que vivre sans aimer vraiment, même une seule fois, c'est passer à côté de sa vie. » Cette confession bouleverse Marguerite. Voilà la vérité qu'elle attendait, l'aveu qui libère sa conscience et éclaire sa décision. Alors tu comprends ce que je dois faire. Élisabeth hoche la tête avec un sourire infiniment triste. Je comprends. Et malgré tout ce que je t'ai dit, malgré mes peurs et mes calculs, je suis fier de toi. Tu as le courage que je n'ai pas eu. À 11 heures, Charles conduit Marguerite au Ritz où Alexandre l'attend pour le déjeuner. L'homme qui pourrait devenir son mari l'accueille avec son sourire de prédateur, confiant dans sa victoire. Il a réservé un salon privé, commandé du champagne rosé, tout préparé pour célébrer leur fiançailles officielle. Ma chère Marguerite, vous êtes resplendissante. J'espère que cette nuit de réflexion vous a permis de prendre la bonne décision. En effet, Alexandre, j'ai pris ma décision. Il sort l'écrin de velours noir, la bague de 10 carats scintillant sous les lustres du palace. Ses yeux brillent d'une satisfaction anticipée. « Alexandre, » dit Marguerite d'une voix douce mais ferme, « vous êtes un homme remarquable, intelligent, séduisant, de bonne famille. Vous feriez un époux parfait pour quelqu'un d'autre. » Le sourire d'Alexandre se fige sur ses lèvres. L'écrin tremble légèrement dans sa main. « Je vous demande pardon? Je ne peux pas vous épouser. Je ne vous aime pas et vous ne m'aimez pas non plus. Vous aimez mon nom, ma fortune, l'alliance que représente notre union. Mais ce n'est pas suffisant pour construire une vie. Marguerite, vous faites une erreur énorme. Dans notre milieu, l'amour. Dans votre milieu peut-être, mais ce n'est pas le mien. Je ne suis qu'une vigneronne de Provence qui a cru pouvoir devenir autre chose. Il est temps que je retrouve ma véritable nature. » Alexandre referme brutalement l'écrin, son masque de séducteur tombant d'un coup. Vous réalisez ce que vous perdez? Vous allez vous retrouver seul, vulnérable, à la merci de tous les prédateurs qui rôdent autour de votre fortune. Ah, peut-être, mais au moins, je serai libre. Et en sortant du Ritz, Marguerite sent un poids énorme quitter ses épaules. Sa décision est prise, irréversible. Elle sait qu'elle vient de brûler ses vaisseaux, de renoncer à la sécurité que représentait Alexandre. Mais pour la première fois depuis des mois, elle respire librement. L'après-midi, elle se rend au siège de la holding familiale pour mettre en œuvre la deuxième partie de son plan. Dans la salle de conseil, elle réunit les directeurs des principales filiales, Maître Beaumont et les conseillers financiers. « Mesdames et messieurs, » annonce-t-elle en prenant place au bout de la table de réunion, « j'ai décidé de restructurer complètement notre organisation. » Un murmure inquiet parcourt l'assemblée. Ces hommes et ces femmes, habitués aux méthodes d'Élisabeth, redoutent les changements que pourrait apporter cette jeune héritière imprévisible. Je garde la direction générale de la holding, mais je délègue la gestion opérationnelle à une équipe de professionnels confirmés. Monsieur Dubois, elle s'adresse au directeur financier, vous prendrez la direction exécutive avec carte blanche pour les décisions courantes. Et mademoiselle de Montclair, puis-je vous demander quelles sont vos intentions? Et mes intentions sont de prouver qu'on peut diriger un empire familial sans sacrifier son humanité. Nous allons développer une politique sociale exemplaire, investir dans des projets durables, créer une fondation pour l'éducation des jeunes ruraux. Pour les regards s'échangent autour de la table. Cette vision, si différente de celle d'Élisabeth, surprend mais séduit aussi.
Et vous, mademoiselle? Quel sera votre rôle? Je prendrai du recul. Je vais retourner en Provence quelque temps. Il faut que je retrouve mes racines avant de pouvoir vraiment diriger cet héritage. Ce soir-là, Marguerite fait ses valises dans sa chambre de l'avenue Foch. Élisabeth, épuisée par sa maladie mais lucide, l'observe depuis le seuil de la porte. Tu pars retrouver ton Pierre? Je ne sais pas s'il voudra encore de moi. 8 mois, c'est long, il a peut-être refait sa vie. Et s'il ne veut plus de toi? Alors j'accepterai ma punition. Mais au moins, j'aurai essayé. Élisabeth s'approche, tend à Marguerite un petit écrin de cuir rouge. C était l'alliance de ta grand-mère, celle qui a fondé notre fortune. Elle l'avait reçue de son mari avant qu'il ne parte pour la guerre de 14. Il n'en est jamais revenu, mais elle l'a aimé toute sa vie. Marguerite ouvre l'écrin. L'anneau d'or, simple et délicat, contraste avec tous les bijoux somptueux qu'elle a portés ces derniers mois. Pourquoi me la donnes-tu? Parce qu'elle a appartenu à une femme qui a choisi l'amour. Comme toi, le lendemain matin, 16 décembre, le TGV emmène Marguerite vers le sud. Dans sa poche, elle serre l'alliance de son arrière-grand-mère. Dans son cœur, elle porte l'espoir fou de retrouver Pierre et de reconstruire ce qu'elle a détruit. Le paysage défile derrière la vitre. La banlieue parisienne laisse place aux champs de Bourgogne, puis aux collines du Lyonnais, enfin aux premiers oliviers de Provence. Chaque kilomètre qui l'éloigne de Paris lui semble la rapprocher d'elle-même. À la gare d'Aix-en-Provence, elle ne trouve personne pour l'accueillir. Elle prend un taxi jusqu'au village, le cœur battant d'appréhension. Que va-t-elle trouver? Pierre l'attend-il encore, ou a-t-il tourné la page définitivement? Le taxi la dépose devant leur ancienne maison. La petite bâtisse de Pierre semble déserte, les volets fermés, le jardin à l'abandon. Marguerite sent son cœur se serrer. Pierre est parti. Il a quitté le village, quitté cette vie qui lui rappelait trop de souvenirs douloureux. Margot? Elle se retourne. Marie, sa mère, se tient sur le seuil de la maison voisine, incrédule. En 8 mois, elle a vieilli, ses cheveux ont blanchi, mais son sourire demeure le même. « Maman !» Céleste s'étreigne longuement, se retrouvent avec elle émotion de ceux qui ont cru ne jamais se revoir. « As-tu es revenu? Pour de bon? Je ne sais pas, maman. Ça dépend. Où est Pierre? » Et le visage de Marie se ferme légèrement. Il est parti il y a 3 mois. Il a vendu ses vignes à un gros propriétaire du coin. Il n'en pouvait plus de vivre ici sans toi. Oh, où est-il allé? Il a acheté une petite exploitation dans les Alpes, près de Gap. Il élève des chèvres maintenant, fait du fromage. Il dit qu'il recommence sa vie à zéro. Cette nuit-là, dans la maison de son enfance, Marguerite pleure toutes les larmes de son corps. Elle a tout quitté, tout risqué pour revenir, et Pierre n'est plus là. Sa punition est complète, méritée peut-être. Mais le lendemain matin, en regardant le soleil se lever sur les collines de Provence, elle prend une décision qui va changer le cours de sa vie pour la 3e fois. Elle loue une voiture et prend la route des Alpes. Le GPS la guide à travers des paysages de plus en plus montagneux, des routes sinueuses bordées de sapins et de sommets enneigés. Après 4 heures de route, elle arrive dans un petit village perché à 1000 mètres d'altitude, cerné par les montagnes majestueuses. La bergerie de Pierre se trouve à 2 kilomètres du bourg, au bout d'un chemin de terre. Marguerite gare sa voiture et avance à pied, le cœur battant. Au détour du sentier, elle l'aperçoit. Pierre traite ses chèvres dans l'étable, les gestes précis et tranquilles qu'elle lui a toujours connus. Il a maigri, laissé pousser sa barbe, mais il reste l'homme qu'elle aime. Près de lui, une jeune femme brune l'aide à porter les seaux de lait. Marguerite sent son monde s'écrouler. Pierre a refait sa vie comme elle s'y attendait. Elle fait demi-tour, prête à repartir sans se faire voir. « Margot !» La voix de Pierre la cloue sur place. Il l'a reconnue malgré la distance, malgré les mois écoulés. Elle se retourne lentement. Il s'avance vers elle, incrédule, comme s'il voyait un fantôme. La jeune femme reste en retrait, observant la scène avec curiosité. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix est neutre, sans hostilité mais sans chaleur non plus. Je suis venu te demander pardon. » « Pardon pourquoi? Tu as fait ton choix, Margot. Tu as choisi leur monde. J'ai eu tort, j'ai tout quitté. L'héritage, Paris, tout. Je voulais revenir vers toi, mais tu n'étais plus là. » Pierre la regarde longuement, sonde son visage, cherche la vérité derrière ses mots. « Tu as tout quitté, vraiment? » « Pas tout. J'ai gardé la direction de l'entreprise, mais pour en faire autre chose. Pour aider les gens comme nous, Pierre.
pour que d'autres jeunes ruraux puissent s'en sortir sans devoir choisir entre leurs origines et leur avenir. « Et moi, qu'est-ce que je deviens dans ton grand projet ?» Marguerite sort de sa poche l'alliance de son arrière-grand-mère, la lui tend avec des mains tremblantes. « Tu deviens mon mari, si tu veux encore de moi. Si tu acceptes de me pardonner la plus grande erreur de ma vie. » Pierre regarde l'anneau d'or, simple et délicat, si différent de la bague ostentatoire qu'Alexandre lui proposait. « Est-elle » Il désigne la jeune femme qui attend près de l'étable. « C'est ma cousine Sylvie », répond la voix amusée de la jeune femme qui s'approche. « Je l'aide à installer sa fromagerie. Pierre m'a beaucoup parlé de vous, Marguerite. Je crois qu'il ne vous a jamais oublié. » Pierre rougit, prend l'alliance dans ses mains calleuses. Longtemps, ils se regardent en silence, 8 mois de souffrance et de regrets suspendus entre eux. « Je t'aime encore, Margot, » murmure-t-il finalement. « Mais je ne peux plus être celui qui attend. Si tu reviens, c'est pour de bon. Plus de Paris, plus de grand monde. Juste nous, nos projets, notre amour. Je ne veux rien d'autre. » Il glisse l'alliance à son doigt, l'embrasse avec toute la passion retrouvée de leur amour. Au loin, les montagnes témoignent de leur retrouvailles, majestueuses et éternelles. Épilogue, 2 ans plus tard. Dans une bergerie transformée en fromagerie artisanale, Marguerite et Pierre travaillent côte à côte. Elle a appris à faire du fromage de chèvre, lui a développé un petit troupeau de brebis. Leur production, labellisée bio, se vend dans toute la région. Mais Marguerite n'a pas renoncé à ses responsabilités. 3 fois par mois, elle descend à Paris pour superviser la fondation qu'elle a créée. Bourse d'études pour les jeunes ruraux, financement de petites exploitations agricoles, soutien aux projets écologiques. L'Empire Montclair, sous sa direction éclairée, est devenu un modèle de capitalisme responsable. Élisabeth est morte 6 mois après le retour de Marguerite en Provence. Ses derniers mots, rapportés par Maître Beaumont, étaient « Dites à ma petite fille qu'elle a fait le bon choix. » Ce matin de printemps, Pierre et Marguerite regardent leur petite fille de 6 mois, prénommée Élisabeth en hommage à son arrière-grand-mère, gazouillée dans son berceau. L'enfant a les yeux bleus des Montclair et le sourire de son père. « Tu regrettes parfois ?» demande Pierre en passant son bras autour des épaules de sa femme. « Jamais, » répond Marguerite en se blottissant contre lui. « J'ai appris qu'on peut hériter d'une fortune sans hériter de ses valeurs, que le véritable bonheur ne se compte pas en millions, mais en moments de joie partagée. » Elle regarde par la fenêtre les montagnes qui se dressent vers le ciel, puis l'homme qu'elle aime et l'enfant qui porte leur avenir. « L'argent peut acheter beaucoup de choses, » murmure-t-elle, « mais pas l'essentiel. Pas l'amour vrai, pas la paix du cœur, pas cette certitude d'être à sa place dans le monde. » The message final. Cette histoire nous rappelle que les choix les plus difficiles sont souvent les plus justes, que la richesse sans l'amour n'est qu'une prison dorée, que nos origines ne sont pas une honte, mais une force, et que parfois, il faut perdre tout ce qu'on pensait vouloir pour retrouver ce dont on a vraiment besoin. Marguerite a appris qu'on peut transformer un héritage sans se laisser transformer par lui, qu'on peut utiliser le pouvoir pour servir plutôt que se servir, et surtout, que l'amour véritable vaut tous les empires du monde. Appel à l'action. Cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà dû choisir entre la sécurité et vos rêves, entre l'ambition et l'amour? Partagez vos réflexions en commentaire. Racontez-nous vos propres dilemmes. N'hésitez pas à partager cette histoire avec ceux qui traversent des moments difficiles. Elle pourrait les aider à faire les bons choix. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui explorent les grands questionnements de notre époque. Car au final, nous avons tous besoin de récits qui nous rappellent l'importance de rester fidèles à nous-mêmes, quoi qu'il en coûte. L'amour véritable triomphe toujours, à condition d'avoir le courage de le choisir.